Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Hélios Azoulay. Le théâtre de la Contrescarpe m'a chargé, je suis ravi de répondre à cette invitation, de vous offrir un quart d'heure littéraire. Alors il y a un protocole, ce quart d'heure est divisé en deux parties. La première consacrée à une lecture simple, pure et brutale, si je puis dire, et la seconde partie à son commentaire. J'ai décidé de vous lire un extrait de mon roman Moi aussi j'ai vécu, publié aux éditions Flammarion au mois de janvier dernier, et c'est ce roman que j'interprétais sur les planches du théâtre de la Contrescarpe avant que la loi ne nous l'interdise. C'est pour ça que je suis d'autant plus ravi de le partager avec vous maintenant. Alors voilà, là c'est maintenant le temps de la lecture, et puis on se retrouve après, hein, n'est-ce pas? Il fait jour derrière les stores. Le soleil a l'air lent et douloureux. Il s'aplatit comme un fou pour passer entre les interstices et aveugler de chaleur les poussières qui volent près de la fenêtre. Pépé dort encore. Je respire avec lui au même rythme, paisible. Ça me donne l'impression d'habiter dans son ventre. Ici, on est sauvés. Lui, mon frère et moi. On n'a qu'un seul lit à la maison. C'est à mon tour d'être à côté de Pépé. Je suis au milieu, du coup, mon frère est au bord. Il dort lui aussi. Il n'y a pas école ce matin. C'est calme. On entend juste le bruit de la vaisselle chez les voisins du dessus. Et dans notre cuisine, Minus, qui fait ses petits bruits affolés de hamster. Je referme les yeux. Sous mes paupières, deux gros cercles de couleur orange se dessinent délicatement, virant vers le mauve. On dirait la forme des caques qu'on achète à la boulangerie tunisienne. Notre immeuble s'appelle le Santa Severa. Mémé disait que ce nom nous porterait malheur. Tout doucement, je fais du tambour sur mon nez. Les saintes, elles ont la tête craquelée. Elles pleurnichent sur toutes les statues parce qu'elles aiment la mort et qu'elles s'habillent avec des draps. Mon pépé, lui, est toujours bien habillé. Même à la retraite, il a été attaché de direction chez Fiat, rue Meyerbeer. Il met de la brillantine et il sourit sur toutes les photos parce que demain il fera jour. Quand il s'est levé, je m'étais rendormi. J'ai entendu la télé derrière la porte de la salle à manger. C'est l'heure de Jeune Docteur, un feuilleton australien. Ça se passe dans un hôpital qui s'appelle Albert Memorial Hospital. Et mon bébé s'appelle Albert. Je les rejoins. Il se tournait les pouces, vraiment, pas pour l'expression, les mains jointes sur son ventre. Salut Pépé! En m'entendant, il a sursauté. Le lait! Il s'est levé d'un bond et a couru avec son arthrose. Arrivé dans la cuisine, il a crié Minchia. Je ne suis pas sûr, mais je crois que ça veut dire couille en sicilien. Parce que parfois il dit Minchia molla. Il a éteint
le feu sous la casserole, mais c'était trop tard. Porco Dio! Pépé oubliait toujours le lait sur le feu. C'était l'inauguration du matin. Dans notre dos, le lait, avec une grâce inévitable, remontait calmement vers le haut de la casserole. Là, il s'impatientait un peu au bord, euh, faisait des bulles avec sa bave, et d'un seul coup vomissait malgré lui dans un petit bruit de fusion. Ça débordait. Le lait! J'arrivais parfois à éviter la catastrophe en éteignant juste à temps la gazinière, mais c'était rare. Le magma retournait alors reposer au fond de la casserole. Au deuxième Porco Dio, mon frère nous a rejoints. J'ai sorti les pépitos du carton à biscuits. On en a pris 2 rangées de 5 chacun. Dans 2 bols en verre marron, on a mis du banania et de la chicorée. Pépé a versé le lait en retenant la peau dégoûtante avec une cuillère. On a bu sur la table de la cuisine en regardant Minus qui dormait dans sa cage. Il ne joue jamais avec ça en roue, moi je pensais que tous les hamsters le faisaient. Avec tout ça, Pépé a raté la fin de Jeune Docteur. J'ai compté sur le calendrier de la poste. Mémé était morte depuis 17 jours. Heureusement, on n'a pas été obligé d'aller à l'enterrement. Je n'aime pas le curé. On l'avait rencontré pour tout organiser. Il avait une haleine horrible. Ce qu'il avait dit à Pépé était nul. Sous sa soutane, ça devait sentir sa bouche. Il parlait de la mort comme s'il y habitait. De toute façon, il avait l'air d'y habiter. J'avais envie de lui mettre des coups de pied, tellement il s'en foutait de la tristesse. Après l'enterrement, pendant que Pépé pleurait dans la cuisine, les tatas connasses m'ont demandé si on pouvait leur donner une bague en or de mémé. Pour avoir un souvenir de ma sœur, a dit Tata Vilma avec sa voix d'eau croupie. Je les déteste. Mémé s'appelait Julia, mais en France on disait Juliette, comme Roméo. Avec ma mère, elle ne savait plus comment ne pas se disputer. Par exemple, Mémé nous disait qu'il fallait qu'on mette le zizi vers le bas dans la culotte. Et maman disait qu'il fallait qu'on le mette vers le haut. Il paraît que c'est le conflit des générations, c'est un pourri. Moi, ma passion, c'est la guerre de sécession, 1861-1865. J'adore les uniformes, je connais tout. J'ai 8 ans, si vous voulez le savoir. Voilà donc 2 courts chapitres de moi aussi j'ai vécu. Alors, si j'en crois le protocole de ce quart d'heure littéraire que vous offre si généreusement le Théâtre de la Contrescarpe, et que je vous offre moi aussi si généreusement, euh, il s'agit maintenant de parler. Mais alors, cela pose la question quand même du commentaire. Alors, il y a plusieurs situations possibles, enfin, plusieurs types de réponses possibles. Je pourrais essayer de m'en sortir en disant et rappelant cette phrase de Gabriel Buffet-Picabia qui disait quand se déshabituera-t-on de l'habitude de tout expliquer, et ce serait une manière de m'en sortir et de m'extirper du devoir de s'expliquer lorsqu'on est créateur. Mais en même temps, je dois bien avouer qu'il me semble que il n'est pas forcément inintéressant quand on tient un auteur vivant de le laisser parler de son texte. Cependant, alors la première chose, c'est que je dois avouer que je pense avoir déjà dit tout ce que j'avais à dire au sein de ce texte, dont je ne me vois pas rajouter quelques explications. Cependant, il faut bien dire quelque chose. Il me semble que l'art, un peu comme le lait qui déborde de la casserole, une œuvre d'art, c'est vraiment quelque chose qui déborde de l'artiste. Et que donc, comment dirais-je,
on réagit plus qu'on agit. Et dans cette réaction, on n'a pas toujours les clés, les explications certaines pour dire ce qu'on est en train de faire. Il me semble même qu'à comment dirais-je, qu'il faut du temps véritablement avant de savoir ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on aborde toujours une œuvre en pensant qu'on est en train de dire cette chose-là. Et puis le temps passe, et puis vous êtes lu, et petit à petit, non pas que l'idée première se défasse, mais qu'elle change. Et il faut parfois plusieurs années avant de se dire et de se rendre compte que ce à quoi on croyait lorsqu'on œuvrait est bien différent de ce qu'on finira par croire avec le temps qui passe. Donc je pourrais vous dire aussi tout simplement que je n'ai pas envie d'en parler, tout simplement parce qu'il me faut 10 ans pour savoir exactement ce que j'ai fait. Euh, mais moi je trouve que ce serait très bien comme ça. Cependant, la question qui se pose, bah, vous pourriez vous la poser aussi pour vous-même. C'est-à-dire, est-ce que vous, en tant que spectateur, est-ce que vous avez le droit de commenter une œuvre? Alors, je vais vous raconter une anecdote que je tiens d'avoir fait une masterclass, comme on dit, d'analyse musicale avec un grand musicologue, grand, avec plein de grandes et hautes responsabilités, donc très sûr de lui. Et on était en train d'étudier, je me rappelle, un des préludes de Chopin, et j'avais 18 ans à l'époque, et très naïvement, je lui ai posé la question, mais naïvement, vraiment sans brutalité, je lui ai dit, mais est-ce que vraiment vous êtes sûr que Chopin a pensé à ça lorsqu'il a composé ce prélude, puisqu'on travaillait sur un prélude précisément, et qu'il essayait d'en expliquer les intentions du compositeur. Et là, il m'a répondu avec une espèce de brutalité stupide et prétentieuse. Il m'a dit, mais je me fous complètement de savoir ce que Chopin pensait. Alors, peut-être réagissait-il à ce moment-là à ce qu'il croyait être une provocation, quand bien même il aurait pu me répondre d'une autre manière, mais je pense pas que c'est ça. Je pense que les analystes, les historiens, les musicologues, comment dirais-je, ceux qui s'occupent de découper les textes pour les faire parler, n'est-ce pas, ceux qui les autopsient, n'aiment pas qu'on les renvoie au fait qu'il y a peut-être quelque chose qui leur échappe. Et moi, je crois véritablement que vous avez beau démonter une montre, vous n'apprendrez jamais rien sur le temps qui passe et sur ce que c'est que ce temps qui passe. Donc vous pouvez démonter grammaticalement n'importe quel texte et croire en saisir toutes les intentions de l'auteur, il y a quand même quelque chose qui vous échappera, qui est peut-être quelque chose de l'ordre de la grâce. Et il faut avouer que ceux qui autopsient n'ont pas toujours le don de la vie. Donc, je dirais que bien sûr, en tant que spectateur, on a non seulement on a le droit, mais de toute façon, on est aussi confronté à ce qu'on ressent, donc à ce qu'on s'explique intérieurement. Et là, je m'en voudrais, puisque je profite d'être vivant pour ne pas être mort, pour ne pas interférer avec ce que vous êtes en train de penser, de ce que vous venez d'entendre. Donc oui, sans doute que dans une certaine mesure, le commentaire est inévitable. Mais ce qu'on, à mon avis, on peut apprendre, et en tant qu'écrivain, et en tant que spectateur, et en tant que professeur de lettres, si vous voulez, c'est que ce commentaire doit fluctuer, parce que ce commentaire ne peut rien avoir de définitif dans la mesure où l'écrivain, lui, n'a rien définitivement cerné lorsqu'il a écrit, puisque écrire, c'est se faire déborder. Mesdames et messieurs, il me semble que c'est suffisant. Je crois que je m'en suis suffisamment bien tiré pour ne pas avoir à vous donner une seule phrase d'explication me concernant. Je vous dis à très bientôt et vous représente. Moi aussi, j'ai vécu aux éditions Flammarion et j'espère le plus tôt possible, n'est-ce pas, de nouveau au Théâtre de la Contrescarpe. À très vite et au revoir.